Les médecins pensent qu'il y a dans l'organisme 4 humeurs, qui sont le sang, la bile, le flegme, la bile noire, et que ces 4 humeurs doivent être en équilibre. L'équilibre, c'est la santé. S'il y a un déséquilibre, une humeur prédominante par rapport à l'autre, ça expose à un certain nombre de maladies. Et pire encore, si une de ces humeurs s'altère, là, ça crée effectivement des maladies. Alors dans ces cas-là, il faut évacuer l'humeur qui provoque la maladie. Alors soit par une saignée, soit par des purgations. Alors Ambroise Paré n'est pas un médecin, c'est un chirurgien. Et le chirurgien, à l'époque, c'est beaucoup dire que c'est un sous-médecin. C'est vraiment un exécutant. Il n'a pas fait d'études, il ne connaît pas la théorie, il ne connaît pas le latin. Donc, sa science, c'est uniquement une science d'expérimentation, une science pratique auprès du corps du patient. Alors, en même temps, au XVIe siècle, il y a des choses nouvelles, en particulier la guerre devient différente avec les boulets de canon, donc les blessures sont différentes. Et donc ça demande aux chirurgiens de s'adapter. Les premières armes d'Ambroise Paré, c'est dans les champs de bataille. Et il commence à dire, mais vous voyez, auparavant, on soignait les blessures par cautérisation, soit au fer chaud, soit à l'huile bouillante. Et Ambroise Paré dit non, on ne va pas faire comme ça. Et voilà, il préconise plutôt des méthodes plus douces, dont on peut dire aujourd'hui qu'elles désinfectent, par exemple, comme l'huile de térébenthine ou des produits de ce genre. Il préconise aussi la ligature des artères. Bref, voilà, il y a des petits progrès au niveau de la chirurgie qui sont liés finalement à une adaptation de la médecine face aux nouvelles techniques de guerre. Alors, Ambroise Paré, évidemment, on peut penser que c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui lui permet effectivement d'avancer par rapport aux médecins, et c'est vrai, il se permet de publier des ouvrages en français, et ça ne plaît pas du tout au corps médical. Une rivalité qui va continuer de siècle en siècle, jusqu'à ce que, effectivement, finalement, les deux spécialités soient fondues l'une l'autre après la Révolution française. C'était courant dans la mesure, bien sûr, où c'était un constat relativement évident que la médecine était peu efficace, voire totalement inefficace. En même temps, c'est vrai que quand on s'intéresse aux populations d'Ancien Régime, aux populations du XVIe siècle, on constate quand même qu'elles font appel avec une certaine confiance aux médecins ou aux chirurgiens de village. Donc, sans doute, certains grands esprits pouvaient se permettre de critiquer la médecine, d'autres faisaient confiance beaucoup plus facilement. Alors, on ne peut pas dire que Montaigne ne croit pas à la médecine. Montaigne croit à la médecine. Et quand on lit ses essais, on s'aperçoit que il fait appel aux théories qui étaient courantes à son époque, les théories des humeurs. Ce à quoi il ne croit pas, c'est aux médecins. Alors Montaigne admet la théorie des humeurs, mais ce qu'il constate, et de façon tout à fait logique, c'est que c'est une théorie extrêmement complexe et que cet équilibre entre les humeurs, il dépend d'un nombre de variables extrêmement important. Alors
des variables qui peuvent être la nature du lieu où on vit, qui dépendent énormément de l'alimentation, qui dépendent beaucoup de l'exercice qu'on fait, du mouvement auquel on soumet son corps, du sommeil, le repos, des passions de l'âme, qui au XVIe siècle, et ça c'est quand même une idée qui est quand même très dominante encore au XVIe siècle, qui dépend des constellations, des conjonctions planétaires. Donc ça fait énormément de variables qui régissent cet équilibre. Dans une telle complexité, comment faire pour, avec un médicament dont on pense qu'il a telle propriété, comment faire pour le donner sans prendre le risque de tout déséquilibrer à côté. Et alors, il a pour ça une formulation tout à fait intéressante. Il va dire, si de tant de ressorts il y en a un seul qui tire à gauche, eh bien, c'est assez pour vous perdre. Alors, son idée est que un médecin, devant une telle complexité, ne peut pas avoir en tête toutes les variables qui président à l'équilibre des humeurs. Et s'il y a bien une personne qui peut-être peut encore agir sur cet équilibre, c'est bien celui qui se connaît le mieux lui-même, c'est-à-dire sa propre personne. Finalement, dans les règles de la médecine de l'époque, la seule qu'il retient, c'est qu'il ne faut pas changer d'habitude trop vite. On peut, dit-il, avoir une mauvaise habitude, c'est-à-dire, manger, par exemple, trop d'aliments qui ne sont pas recommandés par les médecins. Alors lui, il mange des melons, par exemple. Montaigne adore les melons, il les mange goulûment. Et si on regarde les traités médicaux de l'époque, le melon, c'est quelque chose qui est quasiment proscrit. Sauf dans certaines situations où l'équilibre humoral tend vraiment vers la sécheresse et vers le chaud et le sec, alors que lui, surtout, il ne veut pas tenir compte de ça. Et il va dire aussi, aller dire à un périgourdin ou à un lucquois qu'il mange trop de châtaignes, ou que le lait et le fromage nuisent à un montagnard. Évidemment, si c'est en excès, les médecins vont dire que ça va provoquer des maladies, mais ce que Montaigne dit, mais non, c'est au contraire, s'ils arrêtent d'en manger, que là, ils vont tomber malades. Et lui-même, craint quand même un certain nombre de changements, en particulier par exemple le serein, quand le vent du soir, il a peur de tomber malade à ce moment-là. Et ce qu'il va dire aussi pour justifier sa non-venue à Bordeaux pour la passation de pouvoir pendant la fameuse peste de 1585, il va justifier finalement auprès des jurats de Bordeaux sa non-venue par le fait que, eux, ils sont habitués à être dans l'air malsain de Bordeaux, mais lui, il vient d'un air très sain, et le changement pourrait quand même être très nuisible pour lui.